Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout ou presque est-il à refaire dans le secteur minier industriel de notre pays? Question essentielle, oui, pourrait-on dire, dans la mesure où tous les spécialistes en la matière et les analyses s'accordent à dire que notre pays a un sous-sol riche, mais peu ou mal exploité. C'est certainement pour cette raison que des mesures sont prises pour relever ce défi qui nous semble un défi vital. Entre autres mesures, on pourrait noter le nouveau code minier. On pourrait également noter un fonds pour le développement industriel. Et puis, vous le savez, depuis quelque temps, cette guerre ouverte aux exploitations illicites et clandestines. Alors, comprendre, rien que comprendre, c'est de cela qu'il s'agira ce soir. Merci donc d'accueillir chez vous, de regarder et surtout de l'écouter, le ministre Jean-Claude Brou, notre interlocuteur ce soir. Jean-Claude Brou a pris fonction en tant que ministre de l'Industrie de la Côte d'Ivoire en novembre 2012. Il a aussi en charge le portefeuille des mines depuis juillet 2013. Jean-Claude Brou a démarré sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international FMI en 1982, d'abord en tant qu'économiste, puis comme économiste principal en charge de plusieurs pays africains et particulièrement le Sénégal où il a été affecté en tant que représentant résident du FMI pour 2 ans, soit en 90 et en 91. Il a occupé ensuite le poste de conseiller économique et financier du Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1991 à 1995. En 1996, il est nommé directeur de cabinet du Premier ministre, poste qu'il conservera jusqu'en 1999. Dr Jean-Claude Brou a également travaillé pendant 8 ans à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, où il a occupé successivement les postes de directeur des relations internationales et de directeur des études jusqu'en 2005. Avant de rejoindre le gouvernement, Jean-Claude Brou a occupé le poste de représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad de 2010 à 2013 et consultant auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Brou est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et d'un Master of Business Administration MBA en finance de l'Université de Cincinnati aux États-Unis. Il a obtenu un master en économie de la même université et une maîtrise à l'Université nationale de Côte d'Ivoire en 1976. Dr Jean-Claude Brou parle couramment le français et l'anglais. Il est marié et père de 2 enfants. Monsieur le ministre, est-ce que cela vous convient exactement? Vous vous retrouverez dans ce que vient de dire Michel Mambo dans un reportage fait par Sita Soro. Merci, monsieur Traoré Abou. Je dois dire que je suis extrêmement heureux d'être ici et donc c'est l'occasion pour moi de remercier les responsables de la radio-télévision ivoirienne, Madame le ministre de la Communication, le directeur, et remercier également tous les invités ici présents, les présidents des chambres consulaires et les PCA et directeurs généraux. Effectivement, il s'agit d'un sujet important, le secteur minier, vous l'avez lancé. C'est un secteur qui prend de l'ampleur, c'est un secteur qui se développe et c'est un secteur qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans notre économie. Donc, je pense que c'est l'occasion vraiment pour approfondir cette question et échanger un peu sur des points qui nous semblent extrêmement importants dans l'examen de ce secteur. Alors, en retour, je dois vous dire merci au nom du ministre, votre collègue de la communication et de la direction générale, et particulièrement la direction de l'information qui nous a permis de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur le ministre, je vous rappelais quand même le principe de cette émission. Alors, elle va s'articuler autour de 3 grands points. Nous allons d'abord parler de l'industrie, puis nous allons parler des mines, et puis nous allons voir les transformations de ces industries et ces mines, ce que ça peut apporter au monde agricole. Alors, vous serez interrogé par 3 journalistes. Le premier est déjà assis, il est de Fraternité Matin, il s'appelle Paulin Zobo. Il est donc le chef des services économiques de Fraternité Matin. Et puis viendra après Gueux Bertrand, qui était journaliste à Inter, au groupe quotidien Inter,
qui vous intrigera, qui sera de visiter avec vous les mines de Côte d'Ivoire. Et puis, un visage bien connu que vous connaissez très bien, Noël Nagno Sakalou, notre spécialiste maison des questions agricoles, viendra boucler, comme on dit dans notre langage, la boucle. Merci donc, Monsieur le ministre, le décor ainsi planté. Je voudrais également vous rappeler que les téléspectateurs pourraient vous interroger. Et Maïs Sako se fera beaucoup de plaisir à le recevoir au 22 40 12 58. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous Paulin Zobo. Il est de Fraternité Matin, chef du service de la page économique. Bonsoir Paulin. Bonsoir Traoré. Le ministre vous écoute. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. J'ai une question assez simple. Il y a quelques jours, le chef de l'État a accordé une interview à un groupe de journalistes nationaux et étrangers. Et il disait, parlant du pétrole, que la Côte d'Ivoire a obtenu un taux de croissance de 9% en moyenne sur 3 ans, sans le pétrole. C'est-à-dire en s'appuyant sur l'agriculture, l'industrie et les mines. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que le secteur que vous dirigez, c'est-à-dire l'industrie et les mines, apporte assez de fonds à l'économie nationale. Votre commentaire? Merci, Monsieur Zobo. Je pense que il faut voir la force de l'économie ivoirienne. Une croissance de 9% en moyenne au cours des 3 dernières années. Ça veut dire que notre pays génère de la valeur ajoutée, génère de la richesse et notre produit intérieur par tête augmente, c'est-à-dire le revenu par tête augmente également. Et cette croissance vient essentiellement, bien entendu, de l'agriculture qui reste quand même un secteur important pour notre économie, mais vient également des services et, bien entendu, du secteur industrie et du secteur des mines. Et aujourd'hui, pour parler du secteur de l'industrie, puisque bon, c'est un peu ça qui est aujourd'hui à l'ordre du jour pour nous, le secteur de l'industrie, c'est pratiquement un quart de la valeur ajoutée de notre pays. C'est-à-dire que la richesse produite nationale provient pour un quart, pour 25% du secteur industriel. Et quand on parle du secteur industriel, il faut voir qu'il s'agit du secteur manufacturier, c'est-à-dire de la transformation. Il s'agit du secteur des industries extractives. Il s'agit du BTP et il s'agit de l'énergie. C'est le secteur industriel au sens large. Et quand on prend donc le secteur manufacturier, qui est vraiment le plus important, c'est à peu près 2 tiers, c'est-à-dire 70% du secteur industriel. Et dans ce sous-groupe, nous avons le secteur agro-industrie, c'est-à-dire que l'agro-industrie, la transformation de nos produits agricoles joue un rôle important dans la création de la richesse nationale. Alors bien sûr, après le secteur manufacturier, vous avez le secteur des industries extractives qui compte pour à peu près 13% de la valeur ajoutée. Et vous avez bien entendu le BTP et l'énergie, le BTP autour de 11% et l'énergie autour de 3%. Donc l'industrie joue un rôle clé. Et c'est pour ça que quand on l'examine de plus près, en fait, on se rend compte qu'il y a près de 5000 entreprises qui fonctionnent dans le secteur industriel. C'est un secteur qui emploie à peu près 130 000 personnes dans son volet moderne. Mais d'après les études statistiques qui ont été faites, il y a à peu près 800 000 employés dans le secteur industriel quand on compte le secteur informel. Donc c'est un secteur qui joue un rôle important. Et c'est pour ça que le gouvernement, sous l'égide bien entendu du président de la République, a décidé vraiment de donner une dynamique pour que ce secteur joue encore un rôle plus important. Et il doit jouer un rôle plus important pour plusieurs raisons, et on va revenir là-dessus au cours de nos échanges. Le développement de l'industrie, c'est la transformation de l'économie. Et la transformation de l'économie, c'est pratiquement un des éléments essentiels pour aller à l'émergence. Tous les pays émergents sont passés par une transformation structurelle de leur économie à travers l'industrialisation. Et c'est pour ça que l'industrialisation, le développement donc de toute notre capacité à transformer
et à créer de la valeur ajoutée est vraiment au cœur de toute la stratégie pour aller à l'émergence. Alors, au niveau du secteur industriel, bien entendu, j'ai dit on a à peu près un quart de la richesse qui provient de ce secteur et il s'agit d'accroître, de faire en sorte qu'au cours des années qui arrivent, on puisse accroître cette contribution du secteur industriel. Alors nous avons un peu fait le diagnostic, nous avons examiné un peu les forces, les faiblesses de ce secteur et bien entendu, il faut tenir compte du passé récent. La crise qui a été longue, qui a été très dure, a impacté le secteur industriel. Il y a eu beaucoup de délocalisations, beaucoup d'entreprises ont fermé, il y a eu une insuffisance dans les investissements de renouvellement des actifs et donc ça affaiblit notre secteur industriel. Alors il s'agit maintenant de faire en sorte que ce secteur revienne. Et donc il y a plusieurs axes sur lesquels le gouvernement travaille. Le premier, bien entendu, c'est créer la confiance. La confiance, c'est ça qui entraîne les investissements, tant nationaux d'ailleurs qu'internationaux. Et on crée cette confiance d'abord en améliorant l'environnement des affaires. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts au cours de ces 2 dernières années. Et ces efforts nous ont permis d'être classés parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le monde. Donc l'environnement a été fortement amélioré. Et quand on dit amélioré, il s'agit de réduire les coûts, il s'agit de réduire les délais pour que les opérateurs, les hommes d'affaires soient plus à l'aise et plus confiance dans l'économie dans laquelle ils investissent. Monsieur le ministre, vous allez continuer. On va donc revenir donc sur la question de la réforme. Vous avez déjà engagé le débat. Alors, les réformes ont commencé avec le Code des investissements en 2012. Bon, 2 ans après, quel est l'état des lieux, quel est le bilan de ces réformes? Alors, donc, je parlais de l'environnement, mais le deuxième aspect, c'est le code les incitations. Le Code des investissements, effectivement, le Code de 2012 d'abord va plus loin que le Code de 1995. Il donne des avantages beaucoup plus importants, justement, pour relancer notre secteur industriel après la crise. Et donc, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a eu vraiment un progrès important. Entre 2014, par exemple, on prend l'année 2014, les investissements qui ont été admis au Code des investissements ont atteint pratiquement près de 450 milliards de francs CFA. Et quand on compare à 2012, on était à 227 milliards de francs CFA. Vous voyez qu'on a doublé pratiquement. Et quand on prend les emplois prévus, c'est un peu la même chose. On est à peu près à 5 000 emplois prévus en 2014, comparé à peu près à 3 000 en 2012. Donc il y a un effort, il y a un progrès. Et quand on prend même les investissements réalisés, on se rend compte que le niveau, on atteint presque plus de 200 milliards en 2014. Donc les incitations ont un impact, et c'est normal, parce que les incitations réduisent le coût pour les opérateurs. Le Code des investissements donne des avantages en termes de droits de douane, il exonère de la TVA, il donne des exemptions sur les impôts sur les bénéfices, il donne des exemptions sur certaines taxes. Donc évidemment, ça favorise les investissements parce que les opérateurs sont plus à l'aise, ont une rentabilité plus élevée de leurs investissements. Et donc le Code des investissements joue un rôle très important. Et aujourd'hui, il est même question de voir dans quelle mesure on peut approfondir et améliorer la pertinence de ce code. Justement, monsieur le ministre, les opérateurs économiques, vos partenaires, estiment que c'est un code favorable, mais il n'est pas achevé parce qu'on peut le perfectionner. Alors, après les observations qui ont été faites, l'application, alors dans quel domaine pensez-vous qu'il faille améliorer ce code aujourd'hui? Vous savez, rien n'est parfait dans ce monde. Je vous ai dit que le code de 2012 est allé plus loin que le code de 1995, qui à l'époque lui-même était considéré comme un code qui était très compétitif. Mais à chaque situation, il faut des instruments adaptés. Et le code de 2012 était adapté aux sorties de la crise. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure ce code peut être encore plus incitatif pour le secteur industriel. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces réflexions sont menées de manière collégiale avec le secteur privé. Il s'agit de réfléchir avec les opérateurs, avec les chambres consulaires, pour voir comment, dans quelle direction
et de quelle manière on peut améliorer la pertinence du code. Alors, il y a pas mal d'idées qui sont évoquées. On parle par exemple des questions liées au domaine d'application, parce que vous savez que le code de 2012 ne prend pas en compte, par exemple, bien entendu, le secteur financier qui sont régis par d'autres dispositions, mais il ne prend pas en compte, par exemple, le commerce. Donc il y a des aspects qui pourraient être examinés, mais évidemment, je crois que les réflexions se poursuivent et au finish, à la fin donc, des réflexions, on verra qu'est-ce qui aura été retenu pour justement aller dans le sens de l'amélioration de ce code. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, ce qui est important, c'est que notre code doit rester compétitif. Nous sommes en concurrence pour les investissements et donc, quels que soient les ajustements qui sont faits, il faut que le code soit compétitif parce que, à la marge, ça doit permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier des investissements qui auraient pu aller ailleurs. Très bien. Alors, moi, je vais vous demander, Monsieur le ministre, j'ai noté que vous avez dit qu'il y a 5000 unités industrielles. On constate également qu'il y a une forte et même une très forte concentration sur Abidjan. Est-ce que vous avez une autre vision dans ce domaine-là? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. C'est aussi Abidjan, mais c'est les autres. Cela me fait penser à des unités industrielles aujourd'hui qui ont fait la fierté de notre pays. Je pense à Utexi, à Dimbokro. Je pense à Gonfreville, à Boaké. Et ces unités sont en hibernation totale, même si à Gonfreville, on fait une semi-production. Est-ce que vous avez pensé à ces choses-là? Oui, je pense que c'est évidemment un point clé, un point important. C'est vrai qu'Abidjan concentre aujourd'hui 90% de notre outil de production. Et donc, la plupart des actions qui sont menées visent justement à élargir le champ d'intervention des opérateurs économiques, notamment les opérateurs industriels. Ici, quand on a parlé par exemple du Code des investissements, vous savez que le Code des investissements donne pour les investisseurs qui s'installent à l'intérieur, donne des périodes d'exonération qui vont jusqu'à 15 ans. 5 ans à Abidjan, mais à l'intérieur, ça va jusqu'à 15 ans, justement pour inciter les opérateurs à ne pas rester sur Abidjan et aller à l'intérieur. Ensuite, il y a un autre aspect qui est important, ce sont les infrastructures qui sont faites à l'intérieur. Je crois que les opérateurs, bien entendu, au-delà des avantages fiscaux, veulent avoir des endroits où il y a des infrastructures, à savoir l'énergie, les voies de communication. Et donc, tous les investissements qui sont faits par le gouvernement pour justement renforcer les infrastructures à l'intérieur du pays, dans les régions, évidemment, tous ces investissements vont permettre de développer des industries. On le voit déjà dans certaines régions, par exemple la NACAB, qui se développe beaucoup dans la région centre, à Boaké, le cacao qui se développe dans le sud-ouest, dans la région de San Pedro, le coton dans la région nord. Donc je pense qu'avec le temps et les réformes qui sont mises en œuvre, les opérateurs vont voir qu'il y a des avantages à s'installer dans les zones à l'intérieur de notre pays. Alors la question du textile, évidemment, le secteur textile pendant de longues années a fait la fierté de notre pays, pas seulement des résidents de Boaké, et de Dimbokro et d'Agboville, mais de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un secteur extrêmement florissant. C'est un secteur qui employait plus de 10 000 personnes à l'époque. Et je vois des personnes ici qui étaient des responsables dans ce domaine. Et donc c'est un secteur qui créait de la valeur, payait de la fiscalité, des taxes, et donc contribuait au développement, pas seulement des régions où ces entreprises étaient installées, mais en Côte d'Ivoire. Alors, le secteur a souffert de plusieurs facteurs. Premièrement, la crise. La crise a fortement impacté le secteur. Deuxièmement, le développement de la contrefaçon, de la fraude, qui a beaucoup affaibli le secteur textile. Et bien entendu, les différences de compétitivité qui se sont installées avec notamment l'Asie. Donc ça a fait que le secteur a beaucoup subi ces effets. Et aujourd'hui, c'est un secteur, comme vous le dites, qui est en hibernation, mais nous sommes en train de le relancer. Nous sommes en train de le relancer. Il y a une stratégie qui a été adoptée par le gouvernement et qui vise justement à faire en sorte que le secteur textile vraiment reprenne. Et cette stratégie est basée, bien entendu, sur le renforcement de la compétitivité, parce qu'on ne peut pas faire une activité si elle n'est pas compétitive. Ça, c'est vraiment
la question fondamentale. Il faut trouver les moyens d'avoir une industrie qui soit compétitive, c'est-à-dire qui puisse résister aux importations et qui puisse également acquérir des marchés à l'extérieur. Donc la compétitivité, et donc nous sommes en train d'examiner la possibilité d'avoir une zone franche, c'est-à-dire une zone économique spéciale avec des avantages spécifiques, soit dédiés au secteur textile. Une autre action que nous sommes en train de mener, c'est donc de faire en sorte que les structures comme Utexi et Cotivo reprennent. Je crois que le président de la République, lors de sa visite d'État à Beauville, a indiqué que Cotivo devait reprendre. Donc, nous sommes en train de travailler, de veiller à ça, à ce que Cotivo et Utexi puissent justement contribuer au développement du secteur textile. Et bien entendu, Boaké, qui reste vraiment la base du secteur textile, la transformation du secteur du coton en particulier. Et donc là également, nous travaillons activement pour créer un pôle de développement qui serait bien entendu axé autour du textile. Monsieur le ministre, vous allez revenir sur Cotivo. Alors, est-ce qu'il y a un délai, parce que les populations, les anciens travailleurs attendent, un millier d'ouvriers attendent, alors est-ce qu'il y a un délai pour la réouverture? Oui, vous savez, Cotivo, c'est une société qui employait jusqu'à 1000 personnes, qui avait un chiffre d'affaires relativement élevé et qui a évidemment connu beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, c'est à peine une centaine de personnes qui travaillent dans un environnement qui n'est pas du tout adapté. Donc la restructuration qui a eu lieu a abouti justement au transfert des actifs à l'opérateur qui gère Utexi. Et donc les échanges que nous avons eus avec cet opérateur indiquent qu'il a un programme d'investissement que nous suivons, important. Il envisage d'accroître le niveau de recrutement, le niveau des emplois. Et donc c'est un dossier